Direction cette semaine le Nouveau-Mexique, aux États-Unis. Nous allons parler d'une terrible histoire que j'ai découverte alors même que je documentais celle de, tenez-vous bien, Timothy Ferguson. Et je pense que vous vous souvenez parfaitement de cette histoire. Et d'ailleurs, je vous remercie pour la vague de fleurs laissée en commentaire. Vous avez littéralement inondé l'espace commentaire, même pour ceux qui ne l'avaient pas regardé jusqu'au bout. Et j'ai compris pourquoi Google me l'avait suggérée, c'est parce qu'elle est étonnamment ressemblante à celle de Timothée. Et incroyable mais vrai, je la trouve encore plus cruelle. Là encore, aucun adulte n'est venu en aide à la victime, un adolescent de 13 ans. Il a été torturé pour des raisons incompréhensibles. Sa mort est même passée complètement inaperçue et il a fallu l'aide d'un prisonnier pour retrouver son corps meurtri. Comme toujours les amis, j'attire votre attention sur le caractère particulièrement sensible de ce sujet. Et de toute façon, vous le savez, lorsqu'il concerne de jeunes victimes, parfois ils peuvent ne pas être adaptés à tous. Alors soyez vigilants. Je vous propose aujourd'hui de découvrir la terrible histoire de Jeremiah Valencia. Hello tout le monde, bienvenue sur YouCrime, moi c'est Lila et je tiens à remercier le sponsor du jour que vous connaissez, Surfshark. Surfshark est un VPN qui va vous permettre de sécuriser vos informations personnelles lorsque vous surfez sur Internet. Vos informations vont traverser un tunnel encrypté qui va permettre de garantir leur confidentialité. Ainsi, vos photos, mots de passe ou encore informations bancaires sont protégées sans que Surfshark ne conserve ces données. Et comme Surfshark dispose de plus de 3200 serveurs partout dans le monde, il va vous permettre de cacher votre adresse IP afin que vous puissiez naviguer sur Internet de manière privée et sécurisée. Ainsi, vous pourrez accéder depuis la France ou l'étranger à des contenus qui habituellement ne sont pas accessibles. Par exemple, moi je m'en sers pour regarder du contenu true crime sur le Netflix américain. Comme vous le savez, il y a beaucoup plus de choix chez les Américains et c'est aussi valable pour Amazon Prime. Vous pouvez également vous en servir, c'est très pratique pour faire votre shopping en ligne. Comme la plupart des gens, je fais une grosse partie de mon shopping sur Internet et je sais qu'en utilisant Surfshark, je suis protégée des fraudes. Et oui, puisque Surfshark me protège des fraudes à la carte bancaire, il me protège également des logiciels malveillants et cerise sur le gâteau, il me débarrasse des pubs. Et ce n'est pas tout, grâce à Surfshark, vous pourrez utiliser le Wi-Fi public en toute sécurité. Le Wi-Fi public, et vous le savez, c'est bien pratique, mais ce n'est absolument pas sécurisé. Grâce à Surfshark, je peux utiliser le Wi-Fi public sans qu'on ne me pirate mes données bancaires, par exemple, ou qu'on ne me vole mes données personnelles. Mais l'un des plus gros avantages de Surfshark, c'est dans l'utilisateur des comparateurs de voyage. En effet, Surfshark permet d'éviter les augmentations tarifaires à chaque fois que vous vous connectez ou vous vous déconnectez. Donc grâce à Surfshark, je peux prendre mon temps pour organiser mes week-ends, que ce soit les billets d'avion, les billets de train ou encore les hôtels. J'aurai tout ça au meilleur prix. Et le plus important, c'est que c'est un excellent VPN. Il a un excellent rapport qualité-prix et il a beaucoup plus d'avantages que les autres VPN du marché. Vous pouvez l'utiliser sur un nombre d'appareils illimité et ce, en même temps. Alors comme toujours, on vous laisse le lien en barre d'infos et si vous utilisez le code YouCrime, vous aurez 3 mois supplémentaires gratuits. Donc si vous comptiez prendre un VPN, il faut absolument que vous jetiez un œil à celui-ci. Et vous avez même une garantie de remboursement de 30 jours. Alors vous pouvez l'essayer. Et si ça ne vous convient pas, eh bien vous êtes remboursé. Alors foncez, n'hésitez pas. Quant à moi, je vous laisse avec la vidéo. Direction la prison pour femmes du comté de Santa Fe aux États-Unis. Le 25 janvier 2018, une détenue demande à parler à la direction. Elle vient tout juste d'être libérée après un bref séjour en prison. Mais avant de partir, elle a des choses à dire. Elle a partagé sa cellule avec une certaine Tracy Ann Peña, âgée de 35 ans. Et cette dernière lui a fait de terribles confidences. Elle lui a avoué que son jeune fils a été battu à mort par son compagnon. Et les faits remonteraient à la fin du mois de novembre de l'année précédente, soit 2 mois plus tôt. Et cette femme en est sûre, ce que dit Tracy n'est que pure vérité. Elle a donné beaucoup trop de détails, elle semblait bouleversée, et elle précise, pour essayer de convaincre ses interlocuteurs, qu'elle n'a rien à gagner en échange. Et il est vrai qu'elle n'a été emprisonnée qu'un seul jour pour un délit mineur. Alors elle conjure simplement le personnel pénitentiaire de prévenir la police
afin qu'il mène l'enquête. Et par chance, ces déclarations sont prises au sérieux et une équipe d'enquêteurs est dépêchée sur place dans le but d'interroger la mère. Mère qui était elle aussi en prison pour une courte durée. Et Tracy, aussitôt interrogée, va confirmer les dires de sa codétenue. Elle ne va pas chercher à nier, oui, c'est vrai, son fils a bien été tué 2 mois plus tôt. Mais attention, elle précise qu'elle n'a rien fait, que c'est son conjoint qui est l'unique responsable, qu'elle était elle-même sa victime, puisque la plupart du temps, elle était retenue captive dans sa chambre. Elle explique qu'elle n'a rien dit de peur qu'il ne s'en prenne à elle ou à sa fille. Elle explique aussi qu'il l'a forcée à se taire et qu'il l'a même obligée à l'accompagner se débarrasser du corps de son fils. Elle explique les larmes aux yeux qu'il a été enterré sur le bord d'une route 3 semaines plus tôt, début janvier. Et effectivement, en se rendant sur place, dans une tombe peu profonde, les policiers découvrent la dépouille de ce pauvre enfant. Et comme du temps a passé, le processus de décomposition avait bien évidemment déjà commencé, mais un détail va bouleverser les enquêteurs. Le frêle corps est vêtu d'une simple couche. Ils ne peuvent s'empêcher de se demander pourquoi un adolescent de 13 ans est ainsi vêtu d'une couche. Forcément, ça n'annonce rien de bon et c'est peu de le dire. Ils découvriront une affaire qu'ils n'oublieront jamais. Ils vont patiemment mener l'enquête et reconstituer une à une les pièces de ce puzzle macabre et ainsi mettre à jour le terrible calvaire qu'a vécu le pauvre Jérémia. Et je vous propose de revenir en arrière. Laissez-moi vous présenter Jérémia. Il est né le 6 décembre 2003 au Nouveau-Mexique. Il est donc le fils de Tracy. Quant à son père, c'est un certain Andrew Valencia. Il a une demi-sœur, Karen Valencia, née d'une précédente union de son papa, ainsi qu'une petite sœur âgée de 11 ans au moment des faits et dont l'identité n'a jamais été révélée. Et il apparaît que la relation entre Tracy et Andrew, donc le couple, était tumultueuse. Les deux n'avaient de cesse de faire des allers-retours en prison, et la raison, c'est qu'ils étaient l'un comme l'autre des toxicomanes de longue date. Alors forcément, difficile dans ces conditions d'offrir un foyer équilibré aux enfants. Sans compter que bientôt, le père ne sera plus qu'un vague souvenir pour les enfants, puisqu'il quittera le domicile très tôt, alors que Jérémia est âgé de 6 ans. Il s'en ira sans jamais regarder en arrière. Voilà, c'est comme ça. Dès le début de sa vie, les choses ne sont pas faciles pour Jérémia, mais il est une force de la nature. Et bien que profondément blessé, il n'a jamais cessé d'être un enfant joyeux. Il était doux et particulièrement sociable. Il aimait faire de nouvelles rencontres, il était gentil avec tout le monde. C'était un enfant plein de vie. Il aimait faire du sport, il aimait aussi la pêche. Et sa grande sœur, Karen, qui habitait avec sa mère, adorait rendre visite à ses petits frères et sœurs. C'est elle qui emmenait Jérémia pêcher et elle était toujours amusée de le voir hurler de joie à chaque fois qu'il réussissait à pêcher un poisson. Le voir s'émerveiller pour un rien, ça lui donnait toujours du baume au cœur. Et Jérémia aimait aussi beaucoup les voitures. Et il n'avait qu'une hâte, un jour, conduire sa propre voiture. Et c'est ce qui fait que son grand-père a toujours pensé que plus tard, il serait mécanicien. Il aimait aussi la musique, il s'était d'ailleurs très tôt intéressé à la trompette, mais pas que. Comme la plupart des garçons de son âge, il aimait aussi les jeux vidéo. Et il était aussi et surtout curieux et intelligent. Il voulait tout savoir sur tout, il n'avait de cesse de poser des questions à tout le monde, sur tout et n'importe quoi. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que la curiosité est souvent considérée comme une preuve d'intelligence. Et Jérémia n'hésitait pas, par exemple, à démonter les jouets qu'on lui offrait pour en connaître le fonctionnement. Et ça amusait beaucoup ses proches. Jérémia semblait être sincèrement aimé par sa famille, surtout par ses grands-parents, mais pas que. Ses professeurs l'aimaient, ses amis, ses camarades de classe, bref. Difficile en fait de ne pas apprécier cet enfant. Et rien n'entamait jamais sa bonne humeur. Et comme si l'abandon d'un père n'était pas assez difficile comme ça, sa famille sera très tôt dans le viseur des services sociaux. Et oui, puisque sa maman, Tracy, est une toxicomane bien connue des services de police. La prison était un peu sa deuxième maison. Elle était toujours arrêtée pour les mêmes raisons, détention, consommation de drogue ou encore vol pour pouvoir se payer sa cam. Et pas n'importe lesquels,
on parle d'héroïne et de méthamphétamine. Elle était dès l'adolescence tombée dans cet engrenage sans jamais réussir à s'en sortir. Et lors de ses nombreux séjours en prison, c'était ses parents qui accueillaient Jérémia et sa sœur. La petite famille se débrouillait comme ça, mais ses allers-retours en prison ont fini par alerter les services sociaux. Ils étaient même passés à l'action en 2011, alors que Jérémia était âgé de 8 ans. Ils avaient temporairement retiré la garde des enfants à Tracy, au profit des grands-parents. Tracy pouvait leur rendre visite, habiter avec eux, mais impossible pour elle de les récupérer et donc de vivre seule avec eux tant qu'elle n'apportait pas la preuve qu'elle était en mesure de correctement s'occuper d'eux. C'était là une mesure de protection, mais dans les faits, Tracy les récupérait toujours. Donc au-delà de ses séjours en prison, ils n'ont jamais arrêté de vivre avec elle. Et bien que bancal, il est vrai qu'à cette période, les enfants ne manquaient de rien. Et les grands-parents veillaient au grain. Ils apportaient une certaine stabilité au foyer, mais les choses vont un jour basculer lorsque Tracy fera la rencontre d'un certain Thomas Wayne, et hasard ou coïncidence, Ferguson. Et il est âgé de 42 ans au moment des faits. On ne sait pas exactement quand les deux se sont rencontrés. Sachez que, comme cette histoire s'est passée en vase clos, il y a encore à ce jour énormément de zones d'ombre. Ajoutez à cela le secret de la procédure, puisqu'elle concerne un enfant. Mais c'était une poignée de mois seulement, avant la mort de Jérémia, qu'il était entré dans sa vie. Le couple a d'ailleurs assez rapidement emménagé ensemble. Ils vont emménager dans une maison de la petite ville rurale de Nambé. Et dès lors, les grands-parents, ainsi que Karen, la grande sœur, et le reste de la famille seront complètement mis à l'écart. Et il est vrai que les choses se sont passées très vite. Si vite que jamais plus, ils ne reverront Jérémia. Et ce nouveau beau-père est un être abject. Partout où il va, il n'apporte que tristesse et désolation. C'est le type d'homme à vous faire vivre un enfer. Il est d'une méchanceté hors norme, il est caractériel, il est de ceux qui ont toujours le regard mauvais, il est incapable d'éprouver de l'empathie et aussi et surtout, il est extrêmement violent. Au moment de sa rencontre avec Tracy, il avait un casier judiciaire long comme le bras. Il avait été condamné pour trafic de drogue, enlèvement, viol, maltraitance d'enfants, abandon d'enfants, vol, agression et j'en passe. Et même s'il n'avait de cesse de récidiver, il sortait toujours de prison. Et sachez qu'au moment des faits, jamais il n'aurait dû être en liberté. S'il n'y avait pas eu une erreur de l'administration, il aurait dû être derrière les barreaux, et sans caution. Et pas pour 1 ou 2 mois, mais pour 6 ans. C'était pour un non-respect de sa conditionnelle. C'est donc le loup qui a fait entrer Tracy dans la bergerie. Et elle le savait très bien, puisque dès le début, avant même leur emménagement, Thomas avait déjà commencé à la maltraiter. Et comme il l'a toujours fait d'ailleurs avec chacune de ses ex. Et notamment son ex-femme, Amanda Nunez, elle dira de lui qu'il a été son pire cauchemar. Elle l'a rencontré alors qu'elle sortait à peine de l'enfance. Les deux s'étaient mariés très vite, alors même qu'elle était âgée de seulement 14 ans. D'ailleurs, je ne sais même pas si aujourd'hui c'est possible, il ne me semble pas. En tout cas, le piège s'est refermé sur elle aussitôt qu'elle a eu son premier enfant. Et des enfants, ils vont en avoir plusieurs. Et ils resteront en ménage 16 ans. Elle parlera de 16 ans de souffrance. Elle était devenue sa chose, son souffre-douleur. Il l'a dressée comme même la loi interdit qu'on dresse un chien. Il l'humiliait en permanence, il la frappait et elle vivait dans la peur du matin au soir. Et elle était à l'époque si jeune et si naïve que très vite, il avait réussi à la convaincre qu'elle n'était rien, qu'elle n'avait aucune valeur. Il le lui avait répété tellement, encore et encore, qu'elle avait fini par le croire. Il avait anéanti toute estime d'elle-même. Et les violences étaient telles qu'elle a fait 3 fausses couches. Thomas aimait tellement la torturer qu'il prenait un soin tout particulier à la frapper là où ça lui faisait le plus mal. Et je ne parle pas de douleur physique. Ça, elle y était tristement habituée, c'était son quotidien. Elle avait appris à souffrir en silence. Non, il aimait la frapper au ventre lorsqu'elle était enceinte. Ce ventre qui portait la vie et qu'elle essayait par tout moyen de protéger. Et ça, il l'avait remarqué. Alors, il redoublait de violence quand elle était enceinte. Il s'acharnait systématiquement sur son ventre et il se délectait du spectacle. Chaque fausse couche anéantissait toujours plus Amanda, sans compter ses fois où, massacrée par Thomas,
elle avait été conduite aux urgences et plusieurs fois son pronostic vital avait été engagé, imaginez. Et elle en était arrivée à un stade où elle pensait que seule la mort pouvait la délivrer. Mais jamais elle n'aurait abandonné ses enfants. Alors elle s'arrangeait toujours pour prendre le plus de coups possible afin qu'il touche le moins possible au petit. Elle se souviendra à vie de cette fois où elle a cru perdre son fils. Elle avait plusieurs filles et un fils, Jordan. Il n'était âgé que de 2 mois lorsque Thomas lui a infligé un énorme coup de poing à la poitrine. Imaginez un homme donner un coup de poing à un enfant de 2 mois. Et comme il voyait que la seule chose qui importait à Amanda, c'était ses enfants, il avait tout essayé pour qu'elle les frappe. Il savait qu'il n'y avait pas pire souffrance pour elle, alors il la frappait encore et encore pour qu'elle lève la main sur ses enfants. Il menaçait même de la tuer si elle ne le faisait pas, mais Amanda a toujours refusé. Et malgré tous les efforts de Thomas, il n'a jamais réussi à lui faire lever la main sur ses enfants. Et ça l'a toujours frustrée. Mais un jour, puisant dans ses dernières forces, Amanda a pris ses enfants et elle s'est enfuie. Elle s'est cachée comme un rat, sans laisser d'adresse, sans dire à qui que ce soit où elle allait. Elle savait que Thomas partirait à sa recherche et que la seule façon qu'elle avait de s'en sortir, c'était de partir vite et loin et sans laisser de traces. Elle fera même changer les prénoms de ses enfants pour que leur père ne puisse jamais les retrouver et leur faire du mal. Jordan, comme je vous le disais, c'est son seul fils, qui, vous le verrez plus tard, sera l'un des acteurs de cette affaire, ne s'est pas toujours appelé Jordan. Il s'appelait initialement Julian. Mais Amanda était une femme brisée, elle était émotionnellement, littéralement anéantie, incapable de ne serait-ce que s'occuper d'elle. Alors pour offrir une vie meilleure à ses enfants, elle a décidé de les confier à l'État, pour qu'ils aient de quoi manger, de quoi s'habiller, qu'ils aient une éducation et donc un avenir. La naïve, parce qu'au lieu de ça, ils ont été baladés d'un foyer à un autre. Et en plus, la fratrie a été séparée. C'est tout le contraire de ce qu'Amanda espérait pour eux. Alors elle a tout fait pour les sortir de là. Ça a pris des années, alors que le fameux Jordan était âgé de 10 ans, avant qu'enfin la fratrie ne soit confiée à ses parents. Et c'est grâce aux parents d'Amanda qu'enfin la fratrie a connu la stabilité. Ils habitaient alors au Texas. Les enfants garderont des traces indélébiles de cette terrible enfance. Ils avaient tous des stigmates, les stigmates qu'entraîne habituellement la maltraitance. Jordan le premier, et même à l'âge adulte. Mais il a toujours terriblement souffert de l'absence de ce père, et malgré tout ce qu'il a fait endurer à sa famille, il n'espérait qu'une seule chose, avoir une relation père-fils normale, contrairement à ses sœurs plus âgées. Elles savaient le cancer qu'il était. Alors, lorsqu'il a annoncé à 18 ans qu'il avait repris contact avec son père, ça a été le choc pour la famille. Et pire même, lorsqu'il a annoncé qu'il avait pris la décision d'aller habiter avec lui, ça a été la stupéfaction. Ils ont tout fait pour l'en dissuader, mais à l'âge de 18 ans, il était légalement en âge de partir. Et donc, il va rejoindre son père en 2017, c'est peu de temps avant les faits. Alors imaginez à quel point il devait être en carence affective pour faire ça, en sachant qu'à peine venu au monde, son père l'avait pris en grippe. Voilà. Il s'était mis en tête qu'il n'était pas son fils à cause de sa couleur de peau. Pour lui, il n'était rien d'autre qu'un petit bâtard et il ne souhaitait qu'une chose, c'est ce qu'il disait à Amanda, qu'il aille rôtir en enfer. Voilà, on aurait pu penser que Thomas allait le rejeter, mais non, étonnamment, il va l'accueillir à bras ouverts. Alors, Jordan emménage dans la nouvelle maison que son père partage alors avec Tracy, et aussitôt arrivé chez son père, il deviendra, comme sa mère avant lui, comme d'ailleurs toutes les personnes qui ont croisé la route de Thomas, sa chose, un objet qu'on utilise et qu'on jette si on ne veut plus jouer avec. Et Jordan, lui, regardait ce père comme s'il était le Messie. Il était prêt à tout pour avoir ses faveurs, pour avoir quelques miettes d'amour. Il deviendra même la main armée de son père, un bourreau de plus pour le petit Jérémia. Donc revenons maintenant au déménagement. Ce qu'il faut savoir, c'est que Thomas et Stacy sont tous les deux addicts. Et ils vont au contact l'un de l'autre se droguer plus que jamais. Et Thomas régnera en véritable dictateur sur le foyer, forçant les uns et les autres à vivre en autarcie. Et d'ailleurs,
Tracy utilisera ce déménagement comme excuse pour déscolariser ses enfants. Oui, Thomas l'avait exigé, il trouvait que l'école était trop loin, il n'avait pas envie de s'embêter à faire des allers-retours pour emmener les enfants, et il avait aussi décrété qu'à l'exception de Jordan, personne n'avait le droit de quitter la maison sans son autorisation. Alors Tracy a menti lorsqu'elle a retiré Jérémia et sa petite sœur de leur école, expliquant à la direction qu'ils seraient dorénavant scolarisés dans une école se situant plus près de son nouveau domicile. Et c'était passé comme une lettre à la poste. Il y a pourtant des procédures à respecter. L'ancienne école doit envoyer les dossiers scolaires des enfants à la nouvelle école. Et dans le cas d'une scolarisation à domicile, c'est pareil. Il faut justifier les choses puisque l'école est obligatoire à leur âge. Mais malheureusement, l'ancienne école, et vous verrez c'est que ça, que des manquements, l'ancienne école ne suivra pas la procédure et aucun organisme d'État ne remarquera que Jérémia et sa petite sœur ne sont plus scolarisés. Et d'ailleurs, au moment où l'affaire éclatera, le gouvernement sera montré du doigt. Après tout, à quoi bon faire des lois si personne ne s'assure de leur application? Et d'ailleurs, combien d'autres enfants sont eux aussi passés entre les mailles du filet? Et les voisins aussi seront montrés du doigt. Impossible de ne pas remarquer que les deux enfants passaient littéralement leur journée à jouer dans le jardin. Or, s'ils ne sont pas à l'école, ils devraient au minimum être à la maison pour étudier, dans le cadre d'une scolarité à domicile. Mais non. Mais il est vrai que Thomas était si intimidant que personne n'a osé se mêler de ses affaires. Mais il est vrai que Thomas était si intimidant que personne n'a jamais osé se mêler de ses affaires. Et il est vrai que Thomas était si intimidant que personne n'a osé se mêler des affaires de cette famille nouvellement installée. Et Thomas n'a rien laissé au hasard. Il est venu avec 2 gros pitbulls, de sacrés molosses qui impressionnaient tout le voisinage. Alors déjà que Thomas ne paraissait pas commode, imaginez-le accompagné de 2 énormes chiens, personne n'osait l'approcher et le message était clair. Le premier qui vient me chercher des noises, il va le payer très cher. Mais les choses ne sont pas aussi simples que ça en réalité. Sachez qu'à 6 reprises, les services de police seront contactés. Certains voisins n'ont pas été dupes et ils avaient contacté les autorités pour des suspicions de mauvais traitement. Et même le propriétaire de la maison, dans le contrat de location, il était stipulé que seuls Tracy et ses 2 enfants étaient autorisés à habiter dans le logement. Il avait rapidement remarqué le squattage de Thomas et de son fils et il avait demandé aux autorités d'aller les déloger. Avec les molosses qui gardaient la maison, il lui était impossible de s'y approcher. Un voisin témoignera plus tard qu'il avait bien remarqué les 2 petits, Jérémia et sa petite sœur. D'après lui, il se faisait clairement discret, d'ailleurs anormalement discret pour des enfants, mais il avait aussi remarqué qu'ils avaient l'air adorables. Surtout le petit Jérémia, il lui glissait toujours un petit sourire discret. Et il avait trouvé ça bizarre, c'était comme s'il n'avait pas le droit de faire ça. Comme s'il devait se cacher pour simplement avoir un contact avec autrui. Et il le voyait jouer comme ça, à longueur de journée, avec sa sœur et avec les chiots des pitbulls. Il rayonnait à leur contact, et impossible, a-t-il dit, de ne pas remarquer la douceur qui émanait de ce petit garçon, et tout l'amour qu'il avait pour ses chiens. Et si ce voisin n'avait pas, comme les autres, remarqué que les enfants n'étaient pas scolarisés, il avait tout de même remarqué que le couple n'avait pas l'air de travailler, puisqu'ils étaient là constamment. Alors il s'était demandé comment ils pouvaient assurer leurs dépenses du quotidien. La réalité, c'est que Thomas envoyait Tracy dealer pour lui. C'est comme ça qu'ils gagnaient leur argent. Et puis un jour, enfin, l'agent de probation de Thomas s'est réveillé. Voilà. En plus de ne jamais se présenter à ses rendez-vous obligatoires, il ne s'était pas présenté à une audience concernant une énième affaire. Alors accompagné d'un collègue, il s'était rendu chez lui, mais il avait aussitôt rebroussé chemin en voyant les 2 molosses qui gardaient farouchement la maison. Et puis c'est tout, voilà. Il aurait dû en principe appeler une équipe de police en renfort pour y retourner et l'embarquer, mais non, voilà. Il ne va pas non plus suivre la procédure, et il va même laisser tout ça de côté, ce qui coûtera la vie à Jérémia. Et le hasard du calendrier est cruel, puisque le juge en charge de son affaire se réveillera, il se rendra compte tout d'un coup que Thomas est dans la nature, alors qu'il devrait être sous les barreaux.
Il va émettre un mandat d'arrêt contre lui. C'était seulement une poignée de jours avant la mort de Jérémia. Et alors qu'il était encore temps d'arrêter ce Thomas, rien n'a été fait. Les policiers ont reçu le mandat d'arrêt, mais ils ne l'ont pas traité. Voilà. Peut-être qu'ils étaient occupés à autre chose, je ne sais pas. Et pareil pour la mère. Elle va elle aussi ne pas se présenter à une audience concernant sa conditionnelle. Un mandat d'arrêt sera délivré contre elle. Et parfois, le hasard fait bien les choses, puisque le 24 novembre 2017, elle sera aperçue tout à fait par hasard par des officiers de police en patrouille, en sortant d'un supermarché, officiers de patrouille qui l'avaient reconnue et qui avaient procédé à son arrestation. Et là encore, sachez que Thomas aurait pu être arrêté. Mais non, il va encore une fois miraculeusement passer entre les mailles du filet. Il était avec Tracy au moment de son arrestation. Il attendait alors sur le parking, dans la voiture. Et au moment de son arrestation, Tracy a demandé aux policiers si elle pouvait simplement prévenir son compagnon pour éviter que sa fille ne s'inquiète en son absence. Les policiers vont accepter, mais pas bêtes, ils vont quand même demander à Thomas ses papiers d'identité. Et tenez-vous bien, Thomas va présenter une pièce d'identité périmée. Normalement, ça entraîne automatiquement un contrôle d'identité approfondi. Vous savez, comme quand dans les films, ils appellent leurs collègues à la radio pour vérifier que la personne est en règle. Parfois, c'est directement dans leur véhicule. Ça permet de savoir si la personne n'est pas en fuite ou autre. Mais les policiers ne le feront pas. Et cerise sur le gâteau, ils constateront que le véhicule n'est pas au nom du couple. Et allant là aussi à l'encontre de la procédure, ils ne feront rien du tout. Pire même, souvenez-vous, Tracy a parlé de sa fille. Et sachez qu'en cas d'arrestation, les policiers doivent s'assurer que les enfants des personnes arrêtées sont en sécurité. Mais ils ne feront rien. Et pourtant, ils auraient remarqué que Stacy n'avait même pas la garde de ses enfants, qui, rappelons-le, étaient censés être avec les grands-parents. Et Thomas, encore moins. Et pourtant, il y a une case à cocher dans le cadre de ce type d'arrestation, celle concernant d'éventuels enfants. Eh bien, les policiers ont coché la case sans enfants. Voilà. Donc Stacy sera conduite en prison. C'est toujours pareil, c'est toujours pour des peines minimes, 1, 2, 3 jours, maximum 1 semaine. Et sachez que c'était là la toute dernière chance qu'avait Jérémia d'être sauvé, puisqu'il mourra seulement 2 jours plus tard. Quelques heures à peine avant que Stacy ne soit libérée. Et voilà donc les conditions de vie dans lesquelles vivait cette famille. Et j'attire une nouvelle fois votre attention sur le caractère difficile de cette affaire, puisque le pire reste à venir. Et c'est la petite sœur de Jérémia qui témoignera du calvaire qu'elle a vécu avec son frère. Elle a expliqué que Thomas était en permanence en colère, du matin au soir et même la nuit. Il leur hurlait continuellement dessus, il les frappait à longueur de temps, sans raison. Personne n'échappait à ses coups, ni Jordan, ni Tracy, ni les enfants, pas même les chiens. Sans compter que pour leur passer l'envie de s'enfuir, il avait placé des caméras tout autour de la maison. Et dès le début, dès le premier jour, Thomas a détesté Jérémia. Lui, encore plus que les autres. Alors, allez savoir pourquoi. Cet enfant lui faisait tout simplement horreur. C'est peut-être parce qu'il était particulièrement doux comme garçon. Il aimait la nature, il aime les animaux. Et ça, c'est tout le contraire de Thomas. Et aussi fou que ça puisse paraître, Thomas était convaincu que Jérémia était possédé par un esprit démoniaque. Alors, est-ce qu'on ne marche pas sur la tête? Franchement, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Et il passait littéralement son temps à frapper Jérémia. Et sachez que le pire des sévices s'est passé en même pas 2 semaines. Et je pense qu'avec le temps, vous connaissez la chanson, plus le temps va passer et plus les abus vont être violents. Par exemple, il étouffait Jérémia régulièrement. Et il ne lâchait pas son emprise. Il lâchait uniquement lorsque Jérémia avait assez suffoqué à son goût. Il fallait qu'il souffre. D'autres fois encore, il le soulevait par les jambes et il le jetait par terre, tête la première. Mais ce n'est pas tout. Il lui mettait aussi un collier anti-aboiement. Et lorsqu'il se déclenchait, il infligeait de terribles douleurs à Jérémia et ce collier était si puissant qu'il lui brûlait la peau. On l'a retrouvé avec des traces de brûlure. Il le lui mettait parfois sur le cou
d'autres fois sur la jambe. Ce collier était contrôlé par une petite télécommande. Alors Thomas, et précisons-le, Jordan aussi, il ne se privait pas pour le faire. Eh bien, il prenait un plaisir sadique à actionner ce collier juste pour voir Jérémia hurler de douleur. Et c'est pas un collier qui délivre des vibrations, des petites vibrations pour calmer les aboiements d'un chien. Non, c'est un collier dit anti-choc. Ce n'est pas la même chose. Alors, assez rapidement, à force d'être enfermé dans la cheminée, battu à longueur de journée, avec un tel traitement, Jérémia, c'est malheureusement un classique, est devenu incontinent. Dès lors, on ne lui fera plus porter que des couches, en sachant que depuis un moment déjà, il n'était plus autorisé à sortir dehors parce qu'il était plus présentable. Et ce que je ne vous ai pas dit, c'est que tout ce temps, Thomas avait pris l'habitude de l'enfermer dans la cage de transport des chiens. Alors je pensais, en lisant les articles avec la traduction automatique, que c'était une grande cage d'intérieur, avec des barreaux, que certains propriétaires de chiens utilisent la nuit pour canaliser leurs chiens. Mais non, c'est vraiment une petite cage de transport, elle est peut-être à peine 2 fois plus grande que la cage de transport d'un chat. Alors imaginez à quel point il lui fallait se contorsionner pour rentrer dedans. Et Thomas lui laissait des heures et des heures, parfois de jour comme de nuit. Et même si vous n'êtes pas claustrophobe, vu la taille de la caisse, c'est terrifiant. Ça aurait été terrifiant pour n'importe qui. Et lorsque Thomas s'ennuyait, lorsque Jérémia était dans sa cage, eh bien, Thomas lui urinait dessus à travers les trous de la cage. Et toute tentative de fuite désespérée était tout simplement impossible, puisque les chiens étaient dressés pour empêcher quiconque de sortir de la maison. Alors, que faisait la mère, me diriez-vous ? Eh bien, quand elle n'était pas envoyée ça et là pour vendre de la cam, elle était enfermée dans une chambre. Et de toute façon, la plupart du temps, elle était complètement défoncée. Voilà. Et elle n'a pas eu l'attitude d'Amanda, elle, vous le verrez. Thomas, le sadique, avait même pris soin de confectionner une lance artisanale et il forçait toute la famille, de la mère à la sœur en passant par le fils, à la lancer sur Jérémia. Et quand il avait de la chance, il était juste frappé avec. Donc souvenez-vous, Amanda avait toujours refusé et je me suis demandé ce qu'a dû ressentir la petite sœur de Jérémia parce qu'elle aimait sincèrement son frère. Elle l'aimait plus que tout. Et Thomas l'obligeait, en plus d'assister à tout ça, à frapper son frère. C'était un véritable supplice pour elle. C'était comme une double peine. Mais il menaçait de la tuer, appelons un chat, et la pauvre, elle avait que 11 ans. Alors imaginez, elle était impressionnable. Puis, le 24 novembre, comme je vous le disais un peu plus tôt, Stacy sera emprisonnée après avoir été cueillie tout à fait par hasard devant le supermarché. À partir de là, Thomas, et je ne vous ai pas tout dit, pour une fois, et je sais que je ne le fais jamais, mais pour une fois, j'ai pas tout mis, voilà. Vraiment, c'est la première fois que je fais ça. Vous savez que normalement, j'aime bien être factuel et aller dans le détail, parce que on ne fait qu'entendre ce que l'enfant a vécu, mais là, je pense que, bon. Et encore une fois, le pire reste à venir, puisqu'à partir de là, Tracy, d'ailleurs je m'excuse, j'ai constaté que je mélangeais Stacy et Tracy, excusez-moi. À partir du moment où elle est derrière les barreaux, Thomas va se déchaîner plus que jamais et tellement qu'il ne reste plus que 48 heures à vivre à Jérémia. Alors déjà que plusieurs semaines avant, je préfère vous le dire maintenant, Jérémia ne se déplaçait plus qu'à l'aide d'une canne. Oui, puisque Thomas s'était amusé à s'acharner tout particulièrement sur son estomac, voilà. Il aimait revenir frapper en permanence au même endroit. Et plus c'est douloureux et plus il aime ça. Il avait cassé pas moins de 3 côtes à Jérémia. Et ça ne l'empêchait pas de le jeter dans la cage, avec ses côtes cassées. Lassé de s'acharner nuit et jour sur Jérémia à main nue ou à l'aide d'objets, Thomas a décidé d'utiliser un coup de poing américain. Imaginez un peu. Et la terrible conséquence, c'est qu'il va briser la mâchoire de Jérémia, il va la briser de part et d'autre, à gauche et à droite, à tel point que les 2 derniers jours, Jérémia ne pouvait plus manger et il ne pouvait plus parler. Et le rapport officiel
indiquent qu'un os était même saillant. Il était visible, imaginé. En même temps, il utilise, c'est redoutable, un coup de poing américain, redoutable. Puis, estimant que ce n'était pas assez, il a décidé, comme ça, un jour, de prendre une masse et de lui briser les doigts. Et c'est le 26 novembre, alors que Thomas et la petite dernière s'apprêtaient à aller chercher Stacy, puisqu'elle venait d'être libérée. Allez savoir pourquoi, il s'est mis en colère, voilà, juste avant de partir. Alors il a fait une pause, avant de mettre ses chaussures, il est parti tabasser une énième fois Jérémia, avant de, comme d'habitude, l'enfermer dans la cage. Imaginez dans quel état, la mâchoire brisée, les côtes cassées, les doigts brisés, enfermé dans ce minuscule espace. Son corps n'était plus qu'une plaie béante, partout, échymose, il n'y avait pas un endroit qui était épargné. Donc, il le tabasse, il le met dans la cage, et Jordan, oui, alors que Thomas était parti dans une autre pièce pour finir de se préparer, eh bien, il a eu l'envie de s'y mettre aussi. Voilà, il a pris la cage et il l'a secouée de partout. Mais de partout. Il l'a jeté par terre, il l'a roulé encore et encore, il l'a agité. Et puis à un moment, il s'est rendu compte que Jérémia ne bougeait plus. Alors intrigué, il a ouvert la cage. Encore une fois, tout ça, c'était sous les yeux de la petite dernière. C'est d'ailleurs elle qui a pu témoigner. Elle a contredit la version de Jordan, qui disait que c'est parce qu'il était inquiet pour Jérémia, suite au énième tabassage de son père, qu'il avait ouvert la porte. Voilà, le secouage, tout ça, bien sûr que non. Alors, pas du tout. Il était sincèrement inquiet. La petite fille dira que non. Ça l'amusait de jeter cette cage dans tous les sens. Et lorsqu'il va sortir le corps de Jérémia, il l'avait secoué si violemment, cette cage, que ça avait brisé la nuque de l'enfant. Imaginez la scène, elle pendait. Il n'y avait plus rien qui la retenait. Et ça a littéralement brisé sa sœur. C'est une scène... Imaginez la scène, imaginez. Inutile de vous dire que Thomas n'a pas été ému pour un sou, mais quand même, comme Tracy était sur le point de rentrer, il s'est dit que bon, allez, on va faire un petit effort. La moindre des choses, c'est de le rendre un minimum présentable. Voilà, elle avait quitté son fils vraiment blessé, mais vraiment pas à ce point. Son fils était déjà bien amoché quand elle était partie. Mais là, il avait plus de limite, Thomas. Plus aucune limite. Et il était aidé de Jordan aussi. Alors avec l'aide de Jordan, il va laver le corps. Ils vont le placer sur son lit. Oui, parce qu'il fut un temps, Jérémia avait un lit. Voilà. Après, il sera enfermé dans la cheminée ou dans la cage. Et il portait toujours sa couche culotte. Voilà. Ils l'ont lavé vite fait, quoi. Puis ils l'ont enroulé dans une couverture et ils l'ont enrobé de sacs plastiques. Il était entouré de sacs plastiques. Tracy est arrivée. Tiens, chérie, voilà ton fils. C'est concrètement ce qui s'est passé. Alors elle s'est littéralement effondrée et Thomas va immédiatement la prévenir. Si jamais elle ose dire quoi que ce soit à qui que ce soit, et s'il a le malheur un jour d'apercevoir au loin la police s'approcher du domicile, il prévient qu'il tuera tout le monde, et sa fille la première, et avant même que les policiers n'aient le temps de passer la porte. Et Jérémia, sur les ordres de Thomas, va rester là, des jours et des jours. Son corps, forcément, a commencé à dégager une odeur insupportable. Il était en train de pourrir, le pauvre. Alors Thomas va décider qu'il est temps de se débarrasser du corps. Donc toute la famille a vécu avec le corps de l'enfant pendant des semaines. Et il va forcer Tracy à l'accompagner, bien sûr. Bah oui, ça lui fait du mal, alors tu vas venir. Et la suite, vous la connaissez. Tracy, qui oscillait entre captivité et deal, sera une nouvelle fois arrêtée. C'était alors en janvier 2018, 2 mois après la mort de Jérémia. Et elle va tout avouer. Voilà, comme ça, à la première venue. Puis elle conduira les policiers jusqu'au corps de Jérémia. Et le jour même de ses aveux, Thomas et Jordan seront arrêtés. Et dernière chose, puisque oui, il y a une toute dernière chose qui va scandaliser l'opinion publique. Lorsque plusieurs mois après, l'autopsie de l'enfant sera diffusée. Eh bien, sachez que le légiste constatera
Et ça reste encore à ce jour un mystère concernant le déroulé de cette toute dernière torture. Jérémia présentait des traces d'agression sexuelle. Imaginez. Alors, quand ça s'est passé, on ne sait pas. Combien de fois, on ne sait pas. Comment? Je pense que ça restera un mystère. Alors, dites-moi ce qui a été épargné à cet enfant. Rien. Je ne vois pas. Rien. Et donc, seul Thomas, étonnamment, sera accusé de meurtre. Tracy et Jordan seront quant à eux accusés de maltraitance et de dissimulation de cadavres. Et c'est un peu étonnant lorsque l'on sait que le, entre guillemets, coup fatal, c'est Jordan qui l'a porté. C'est en secouant la cage qu'il a brisé la nuque de Jérémia. Donc il aurait dû, je pense, au même titre que Thomas, être au minimum accusé de meurtre. Ce ne sera pas le cas. Et la peine de mort ayant été abolie, il faut savoir que Thomas risquait, donc c'était clair, il allait passer le reste de ses jours en prison. Sa peine a été évaluée à environ 168 années de prison. Et devinez quoi? Le 27 janvier 2018, soit 2 jours seulement après son arrestation, à 23h15, alors que les gardes faisaient leur habituelle ronde qui avait lieu toutes les demi-heures, en jetant un œil au travers de la vitre de la cellule de Thomas, ils l'ont découvert sans vie. Il était accroché au barreau de sa cellule. Voilà. Donc par lâcheté, il a décidé d'en finir plutôt que de répondre de ses actes. Et pathétique jusqu'au bout, il avait même renversé du shampoing devant la porte de sa cellule pour que, au cas où les matons entraient au mauvais moment, eh bien qu'ils puissent être retardés, ne fût-ce que de quelques secondes, pour lui laisser toutes les chances de mener à bien son plan de fuite, on va dire. Voilà, plan de fuite, direction l'enfer. Et ça va ulcérer la population. La population va considérer qu'après avoir failli à nombre de leurs obligations dans cette affaire, à tout niveau, et ça concerne nombre d'organismes étatiques, des policiers, des travailleurs sociaux, des professeurs, nombre de personnes auraient pu sauver Jérémia. Et pour la population, la moindre des choses, le minimum pour rendre un minimum de justice à Jérémia, ça aurait été de suffisamment surveiller Thomas, pour qu'il n'ait pas d'autre choix que de faire face aux conséquences de ses actes. Qu'il connaisse l'humiliation d'un procès, qu'il soit à son tour dans un box, celui des accusés, et qu'il puisse faire face aux photographes de toutes les presses du pays. Voilà, comme un lapin en cage. Et non, et pire même. Et remarquez à quel point cet homme est sans limite. Il a eu l'audace ultime de laisser derrière lui plusieurs lettres dans lesquelles il se disait innocent. Donc, il ne sera jamais condamné dans cette affaire. Sachez qu'à l'issue de l'enquête, Tracy a conclu un accord avec le procureur en échange de son plaidoyer en culpabilité, demain, et de son témoignage contre Jordan. Elle a été condamnée à 12 ans de prison. Je peux vous dire qu'il y en a plus d'un qui n'était pas content. Alors imaginez 12 ans de prison avec le jeu des remises de peine, en cas de bonne conduite. On peut diviser par 2. Quant à Jordan, il a lui aussi plaidé coupable. Le témoignage de la cadette a prouvé, selon les enquêteurs, qu'il avait participé régulièrement aux abus. Je vous en ai pas parlé, mais c'était comme dans l'affaire de Timothy Ferguson. Il s'est attaqué à lui en l'absence de Thomas. Voilà. Il aidait Thomas. Sans compter qu'encore une fois, c'est lui qui a porté le coup fatal. Et pour toutes ces raisons, aucun accord de plaidoyer ne lui sera proposé. Il plaidera coupable, mais son avocat va invoquer des circonstances atténuantes, disant qu'il était lui aussi victime. Amanda, sa mère, viendra témoigner à la barre. Elle essaiera de sauver son fils, expliquant tous les traumatismes qu'il a vécus dans son enfance. Ce sera donc, vous l'aurez compris, la défense de Jordan. Il se dit, encore une fois, lui aussi victime de la vie, victime de son père qui le terrorisait. Et le procureur va contredire cet argument. Il va expliquer que lui, et on ne sait pas pourquoi, contrairement aux autres membres de la famille, eh bien, il jouissait d'une certaine liberté. Il avait un téléphone portable avec une connexion Internet, il pouvait sortir librement. Il avait donc la possibilité de donner l'alerte, sans compter qu'il a
encore une fois, participé aux sévices. Et on pense que si lui était autorisé à sortir, c'est que Thomas savait qu'il ne risquait rien en laissant son fils sans surveillance. Et malgré les excuses qu'il a présentées, eh bien, il sera condamné à 21 ans de prison, dont 16 incompressibles, malgré son casier judiciaire qui était vierge. Et cette affaire, elle a mis en évidence de graves manquements. Encore une fois, l'école, la police, les services sociaux, la justice, on a l'impression que chaque organe était défaillant. Et il faut savoir que le Nouveau-Mexique, donc l'État en question, est l'État le plus pauvre des États-Unis et que le taux de pauvreté de ses habitants est le 3e plus élevé du pays. Donc ceci peut apporter un début d'explication. Et d'ailleurs, sachez que personne ne sera poursuivi. Il n'y aura de conséquences pour aucun des fonctionnaires concernés, pas même les policiers qui avaient menti au sujet des enfants en cochant la croix. Eux, ils ont été immunisés. Voilà. Vu qu'ils agissaient dans le cadre de leurs fonctions, ils n'étaient pas poursuivables. Alors, j'ai pas trop compris parce que j'ai vu des affaires où ça n'a pas empêché il existe plein d'affaires d'ailleurs, où ça n'a pas empêché, malgré que c'était dans le cadre de leurs fonctions, des policiers d'être jugés. Là, ce ne sera pas le cas. Mais l'État, qui va promettre monts et merveilles, des réformes et ceci et cela, l'État sera tout de même condamné à verser une amende de 25 000 $. Et ça, c'est rien. J'ai vu des affaires avec des condamnations de plusieurs millions de dollars, mais pour bien moins que ça. Même la somme, je ne la comprends pas. Et il a été décidé, vu les circonstances, que cet argent reviendrait à la cadette. Et elle pourra toucher cet argent à sa majorité. Comme je vous le disais, j'ai découvert que cette affaire était associée très souvent à celle de Timothy, un parent complètement malade, un grand frère complice, même le nom de famille Timothy Ferguson, le bourreau dans cette affaire s'appelle Thomas Ferguson. Donc voilà, vous connaissez l'histoire, regardez comment il y a vraiment une bonne bouille en plus du petit Jérémia. Je remercie sincèrement notre sponsor, Surfshark. Ça nous permet, je vous l'ai déjà expliqué, de pouvoir consacrer plus de temps à ce type de sujet. Sinon, on ne pourrait jamais, un minimum, amortir tout le temps qu'on passe à les traiter. Sachez qu'un seul nous permet d'en traiter plusieurs. Alors si vous cherchez un VPN, n'hésitez pas à aller voir celui-là. En plus d'avoir un excellent rapport qualité-prix, si vous utilisez notre code, vous aurez en plus de ça une réduction. Alors, si vous comptiez prendre un VPN, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Le lien, comme toujours, est en barre d'infos. Quant à moi, exceptionnellement, je vais enchaîner Timothy Ferguson et bon, je vais exceptionnellement simplement vous dire au revoir. Et je vais simplement vous demander d'avoir une pensée pour Jérémia.